Alors, la question qu'on se pose tous, je pense, à un moment ou à un autre, c'est comment ça marche, la pensée? On a toute cette impression, ce sentiment, Cette intuition. oui, cette intuition qu'il y a un seul chef d'orchestre dans notre tête, non? Un moi unique, un capitaine qui tient la barre, qui prend les décisions. Mais, et si cette impression si nette, si évidente, n'était finalement qu'une illusion? Une illusion très bien construite. C'est exactement l'idée. Et c'est une idée qui force un peu à tout remettre à plat. L'idée que le moi n'est pas le point de départ de la pensée, mais peut-être son point d'arrivée, une sorte de conséquence. Voilà. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un livre qui a complètement dynamité cette vision traditionnelle. La Société de l'Esprit de Marvin Minsky, qui est, on le rappelle, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Absolument. Un pionnier. Et son idée centrale est aussi simple que vertigineuse. Notre esprit n'est pas une entité unique, mais une vaste société. Une sorte de république chaotique, pleine d'innombrables petits processus. Et notre mission, c'est de décortiquer ça. Comment une collection de choses simples, qui ne sont même pas intelligentes en elles-mêmes, peut produire l'intelligence, la conscience et ce sentiment si fort d'être un moi. Pour bien cadrer les choses, Minsky nous demande vraiment d'abandonner l'image classique de l'esprit. Cette image de pyramide, avec un grand PDG, le moi, tout en haut. D'accord. Il nous propose de voir ça plutôt comme une foule, une assemblée, où personne n'a vraiment le pouvoir absolu. Et les membres de cette foule, il les appelle des agents. Les agents. Et la clé de toute sa théorie, elle est là. L'intelligence n'est pas une propriété de base de ces agents. C'est un phénomène qu'on appelle émergent. Émergents. Ça veut dire que ça naît de leurs interactions, un peu comme une vague. Une vague, elle n'existe pas dans une seule molécule d'eau. Elle naît du mouvement de millions de molécules ensemble. D'accord, donc ce concept d'agent, il est central. Mais c'est quoi exactement? Un mini-cerveau? Une sorte de petite personne dans ma tête qui prend des micro-décisions? Et justement, non. C'est là que ça devient contre-intuitif. Un agent, c'est un processus mental d'une simplicité presque désarmante. Il ne sait faire qu'une seule chose. Une seule et unique. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Ah bon? Non. Il s'active ou il se désactive. Comme un interrupteur. C'est tout. Attendez, là, ça me pose un problème. On essaye d'expliquer l'intelligence en se basant sur la bêtise, sur des mécanismes quasi robotiques. J'ai l'impression qu'on régresse là. Comment est-ce qu'une armée de processus stupides peut produire un éclair de génie? Il manque un morceau. Le morceau qui manque, c'est l'organisation. L'intelligence n'est pas dans les agents. Mais entre les agents, Exactement. C'est dans leurs interactions. Prenons une analogie très concrète, celle que Minsky utilise. Un enfant qui construit une tour avec des cubes. oui, On pourrait croire qu'il a besoin d'un agent super intelligent, un agent constructeur de tours. logique. Minsky dit que non. Pas du tout. On a juste besoin d'une collection d'agents beaucoup plus bêtes. Par exemple, un agent voir cube. Son seul boulot, c'est de s'activer quand il y a un cube dans le champ de vision. D'accord. À côté, un autre agent, prendre cube. Il ne sait que tendre la main et attraper un objet. Et un troisième, poser cube, qui relâche l'objet sur une surface. Et donc, aucun d'entre eux n'a la moindre idée qu'il est en train de construire une tour. Zéro. L'agent prendre cube ne sait même pas ce qu'est un cube, il fait juste, et il exécute une routine motrice. Précisément, l'agent prendre cube est idiot. Il ne sait pas pourquoi il prend le cube. Mais la collaboration de ces agents simples et de milliers d'autres crée un comportement qui, vu de l'extérieur, nous paraît intelligent, intentionnel. C'est ça le pouvoir du nombre, et surtout de la structure. Le génie, il n'est pas dans la brique, il est dans l'architecture. Mais attendez une seconde, si on suit cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que l'idée même d'un vrai moi, d'une personnalité stable, s'effondre. Ce que j'appelle mon caractère, ce n'est donc pas une essence immuable. C'est juste une moyenne statistique des fractions qui gagnent le plus souvent les débats dans ma tête. Hmm. C'est assez déstabilisant. C'est une conclusion parfaitement minskienne. La personnalité, ce n'est pas un noyau dur. C'est plutôt un style de gouvernance qui a émergé avec le temps. Une personne qu'on dit optimiste, c'est simplement un esprit où les agents et les groupes d'agents qui favorisent les interprétations positives, ils sont mieux connectés, plus rapides à s'activer. Il remporte plus souvent les votes internes. Exactement. Ce n'est pas une essence.
c'est une tendance. Je suis avec vous pour les tâches simples, comme prendre un cube, ça me semble plausible. Mais mon esprit ne passe pas ses journées à empiler des cubes. Il procrastine, il s'inquiète pour l'avenir, il se souvient d'une conversation embarrassante d'il y a 10 ans. Comment est-ce qu'une simple armée d'ouvriers gère un chaos pareil? C'est là qu'intervient le deuxième niveau de l'organisation. Minsky appelle ça les agences. Les agents ne sont pas juste un chaos, une foule désorganisée. Ils se regroupent. En équipe spécialisée. En agence, oui. Une agence, c'est une collection d'agents qui travaillent ensemble pour accomplir un objectif un peu plus complexe que ce qu'un agent seul pourrait faire. Donc une agence, c'est un peu le contremaître qui dirige une équipe d'ouvriers agents. C'est une bonne image, oui, mais il faut la voir comme une hiérarchie de managers. Reprenons l'exemple de la construction. L'agence construire n'est pas sur le terrain. C'est un manager de haut niveau. Ok. Son seul travail, quand elle est activée, c'est d'activer une agence en dessous d'elle. Disons, l'agence ajouter un cube. Et j'imagine que l'agence ajouter un cube ne se salit pas les mains non plus. Exactement. Elle est elle-même un manager. Elle va activer deux autres agences, Trouver Cube et Placer Cube. Trouver Cube va recruter des agents visuels, des agents de reconnaissance de forme, etc. Placer Cube va faire appel aux agents moteurs, prendre et poser. Ah, d'accord. Donc on a une cascade d'activation. Ça descend de l'objectif le plus abstrait jusqu'aux actions les plus concrètes. C'est une cascade, mais pas une chaîne de commandement rigide. C'est plutôt un réseau de délégation incroyablement fluide. Fluide et adaptable, j'imagine. Si, pour construire la tour, il faut d'abord nettoyer la table, l'agence construire peut emprunter les services de l'agence nettoyer. C'est tout à fait ça. Les agences sont en négociation constante. Elles se prêtent des ressources, elles entrent en compétition. C'est un système de management incroyablement dynamique. Et c'est cette compétition qui nous amène directement au conflit interne. Ah oui, parlons-en. Ce matin, je suis passée devant une boulangerie. Il y avait ce gâteau au chocolat. Brillant, parfait. Et là, le drame. Une partie de moi voulait entrer, l'acheter, le dévorer sur le champ. Et une autre partie, très distincte, me disait « Non, pense à tes objectifs, au sucre. » Ce n'était pas une simple pensée, c'était un vrai tiraillement physique. Comment la société de l'esprit explique ce genre de guerre civile? Pour Minsky, ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement une lutte de pouvoir entre différentes agences. D'un côté, vous avez l'agence plaisir immédiat. Elle est ancienne, puissante, très bien connectée au système de récompense du cerveau. D'accord. Elle active des agents liés au goût, à l'anticipation, à la mémoire des plaisirs passés. Et d'autre côté, il y a une agence plus récente, plus abstraite, objectif santé long terme. Elle est souvent moins connectée aux émotions primaires. Et le vainqueur, c'est celui qui crie le plus fort, en gros. Le vainqueur, c'est celui qui, à cet instant T, réussit à recruter le plus d'alliés. Si l'agence mémoire de regret s'active en se rappelant la dernière fois qu'on s'est senti lourd après un excès, Elle va prêter main forte à objectif santé. voilà. Mais si l'agence stress de la journée est très active et réclame du réconfort, Aïe. elle va former une coalition très puissante avec plaisir immédiat. Votre décision n'est pas un choix rationnel venu d'en haut. C'est le résultat de l'élection qui vient de se tenir dans votre tête. Je comprends le principe, mais ça me semble un peu trop simple peut-être. L'expérience humaine du conflit interne, c'est si riche, parfois douloureux. La réduire à une bataille entre une agence plaisir et une agence santé, ce n'est pas un peu réducteur? C'est réducteur si on imagine deux programmes informatiques qui s'affrontent, oui. Mais il faut imaginer que ces agences sont composées de millions d'agents connectés à nos souvenirs, à nos émotions, à nos sensations corporelles. La bataille n'est pas juste logique, elle est viscérale, c'est pour ça qu'elle est si puissante. D'accord. Mais ça soulève la question la plus importante, le cœur de la théorie en fait. S'il n'y a pas de chef, que des agences en compétition, d'où vient mon sentiment d'être une seule et même personne? Qui est ce « je » qui ressent le tiraillement? Pourquoi à la fin je raconte l'histoire en disant « j'ai décidé de résister » ou « j'ai craqué ». Attendez une seconde. Si le moi n'est pas le PDG, alors qui est-il? Vous allez me dire que lui aussi est une construction, une sorte de service de presse interne qui publie un communiqué après la bataille pour dire « la présidente a décidé », alors qu'en fait, il n'y a pas de présidente? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Minsky postule que le soi, le moi, est l'une des constructions les plus complexes et les plus utiles de l'esprit. C'est un modèle que l'esprit crée pour se comprendre lui-même et pour interagir avec le monde. Donc, une agence spéciale pour ça. Oui, il existerait une agence ou un ensemble d'agences qu'on pourrait nommer modèle de soi. Son seul travail, c'est de créer cette histoire unifiée, ce récit cohérent d'un acteur central qui serait aux commandes.
C'est une simplification indispensable. Imaginez devoir expliquer vos actions en disant mon agence faim a formé une coalition avec mon agence procrastination pour vaincre mon agence discipline. Ce serait invivable. Voilà. Il est bien plus simple de dire « j'ai eu faim, alors j'ai fait une pause ». C'est donc une interface utilisateur. Le moi, c'est le système d'exploitation qui cache le code incroyablement complexe et chaotique qui tourne en dessous. Ça change radicalement la perspective. On n'est plus un seul individu, on est une foule, un parlement intérieur avec ses partis, ses alliances de circonstances. Et ses votes à chaque instant. Exactement. Et ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi on est si plein de contradictions, on peut être généreux un jour et égoïste le lendemain. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est juste que différentes coalitions d'agences ont pris le pouvoir. Ça explique comment on apprend. Apprendre à faire du vélo, c'est littéralement construire et renforcer les connexions d'une nouvelle agence vélo, jusqu'à ce qu'elle devienne si efficace qu'elle fonctionne sans qu'on y pense. Et ça explique aussi les états d'esprit. Quand je suis en colère, par exemple, ce n'est pas juste une émotion. C'est comme si une méga agence colère prenait le contrôle de tout le système. Oui, elle supprime l'activité de l'agence nuance, elle booste l'agence trouver des arguments agressifs et elle met en veilleuse l'agence conséquence à long terme. Tout l'esprit est temporairement réorganisé pour servir un seul but. Et c'est une description parfaite. L'état d'esprit, c'est la prise de contrôle temporaire du gouvernement par une coalition très puissante. Et ce qui est fascinant, c'est que cette théorie, qui est née des réflexions sur l'esprit humain, a fourni un plan pour construire l'intelligence artificielle. Ah oui, donc Minsky ne faisait pas que décrire l'esprit humain, il décrivait en quelque sorte le plan pour construire un esprit artificiel? En quelque sorte, oui. Il a changé la question fondamentale. Au lieu de se demander comment créer un penseur conscient, il a posé la question Comment faire collaborer une foule de spécialistes stupides pour produire un comportement intelligent? c'est ça. Et c'est la base de beaucoup de systèmes d'IA modernes. Ce ne sont pas des intelligences uniques monolithiques, ce sont des architectures décentralisées, avec de nombreux modules spécialisés qui collaborent. Pour résumer, donc, la théorie de Minsky nous invite à abandonner cette métaphore du palais avec un roi sur son trône. Il faut plutôt imaginer notre esprit comme une république animée, une ville bouillonnante, pleine de débats, de factions, de coalitions. Mhm. Et le sentiment d'être soi-même, cette voix intérieure qui dit « je », n'est peut-être que l'écho du discours du vainqueur, le communiqué de presse de l'agence qui a remporté le dernier vote à l'Assemblée. En conclusion, cette exploration nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre conscience et notre moi ne sont que des modèles créés par notre esprit pour se simplifier lui-même, qu'est-ce que ça implique sur le concept de libre arbitre ? Ah, Nos choix sont-ils réellement les nôtres, au sens où un moi central les aurait faits en toute souveraineté ? Ou bien sont-ils simplement le résultat inévitable de la compétition entre les agences les plus actives à un moment donné? Un processus dont nous ne serions que les spectateurs, qui s'attribuent la victoire après coup.